Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Salut chers auditorices, c'est Camille Test. Pendant longtemps, j'ai très peu parlé de ma bisexualité et honnêtement, les rares fois où je l'ai mentionné m'ont convaincue de ne pas réitérer. Je pense par exemple à cet ex à qui j'avais osé parler de ma bisexualité au bout de 2 ans de relation et qui m'avait rétorqué « Si j'avais su que tu étais bi, je ne sais pas si je me serais engagée ». Je pense à cette copine qui m'avait assuré que je n'étais pas bi mais simplement lesbienne refoulée, ce qui pour elle expliquait du même coup pourquoi je n'arrivais pas à garder un mec. Je pense à ce copain gay qui m'avait dit « Oui, bon, après les bi, vous l'avez facile. Au pire, vous pouvez toujours retourner vous planquer chez les hétéros. » Enfin, je pense à cette collègue de travail qui m'avait dit une fois, ignorant mon orientation sexuelle, que les bi étaient par nature volages et infidèles et qu'il valait mieux éviter de les laisser traîner autour de son couple. Je pourrais multiplier les exemples et vous pourriez me rétorquer que je suis tombée sur les mauvaises personnes. Le truc, c'est que ces mauvaises personnes, elles sont très nombreuses. Par exemple, selon une étude états-unienne de 2016, 1/3 des gens pensent que la bisexualité est une phase qui passera. Près d'un quart considèrent que les personnes bi sont incapables de rester fidèles, ou bien qu'elles sont prêtes à coucher avec n'importe qui. Beaucoup encore estiment que les bi seraient plus sujets aux infections sexuellement transmissibles que les autres. Tous ces stéréotypes ont des conséquences concrètes très graves sur nos relations, sur notre estime de nous-mêmes et même au travail. Une étude de 2017 suggère par exemple que quand vous exprimez que vous êtes bi, vous subissez davantage de discrimination à l'embauche que lorsque vous êtes hétéro, bien sûr, mais aussi que lorsque vous êtes homosexuel, car la bisexualité est vue comme plus inappropriée au travail. Autre statistique terrifiante, les femmes bisexuelles seraient bien davantage victimes de violences conjugales, de violences psychologiques et de violences sexuelles que les femmes lesbiennes, mais aussi que les femmes hétérosexuelles. Quant à notre jeunesse bi, elle va très mal. Une étude de 2019, conduite auprès d'adolescents et d'adolescentes par l'association The Trevor Project, suggère que la moitié des adolescents bisexuels ont déjà considéré le suicide, qu'un tiers a déjà tenté de se suicider, qu'un tiers encore a déjà subi du harcèlement scolaire et qu'1 sur 5 a déjà subi des rapports sexuels forcés. À chaque fois, c'est plus que leurs homologues homo et hétéros. Je suis sûre que comme moi, vous êtes abasourdis par ces chiffres. Car jusqu'alors, vous vous disiez sans doute qu'au fond, en ayant un pied dans l'hétérosexualité, les bi étaient relativement protégés. Aujourd'hui, des voix s'élèvent contre ce mythe et demandent qu'on les entende, car les personnes bi comme les autres ont le droit d'aller bien. Avec nous ce soir, on a la chance de recevoir 2 de ces voix, Floralie Reza et Anna Pujol-Mazzini. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Floralie Reza, tu es militante LGBT pour la formation d'une communauté bi et pan. Tu milites au sein du collectif Bipan Montpellier. On te connaît aussi parfois sur les réseaux pour ta façon d'aborder la foi chrétienne à travers le prisme queer. Tu produis aussi énormément de contenu sur le sujet de la bi et pansexualité sur ton compte Instagram, @floralie.reza, sur ton compte Patreon. Pour les gens qui connaissent pas, un compte Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de vous abonner à des personnes en échange de contenu exclusif et c'est un excellent moyen de soutenir des militants, des militantes. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à produire du contenu sur les enjeux bi et pan? Je pense que comme toi, quand j'ai lu les études sur les violences conjugales que vivent les femmes bi en particulier, mais les hommes bi aussi ont plus de violences conjugales, j'ai été d'abord abasourdie par ces chiffres exactement comme toi, mais surtout j'ai connecté les points avec des amis à moi qui avaient vécu des violences mais inouïes. C'est-à-dire que j'avais des amis bi qui avaient vécu des viols avec séquestration, des viols en réunion, des choses avec beaucoup de violence physique. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, ces statistiques, c'est pas seulement des nombres, c'est aussi mes amis. Et je pense que pour moi, ça a été vraiment le déclic qui m'a fait me dire, mais je veux me positionner sur cette question, je veux travailler sur cette question. Anna Pujol-Mazzini, tu es journaliste, tu es militante au collectif Bipan Paris. Tu facilites notamment des groupes de parole pour les personnes bi et pan et en questionnement. On en reparlera un petit peu plus tard. Le collectif Bipan Paris a 1 an à peu près. Il fait partie des groupes militants les plus visibles sur cette question aujourd'hui en France. De quand date le militantisme bi ? Le militantisme bi a toujours existé parce que les personnes bi ont toujours été aux avant-postes de toutes les luttes LGBT. J'adore répéter ça, mais sans bisexuel, il n'y aurait pas de marche des fiertés aujourd'hui. Tu peux expliquer pourquoi ? Parce que, alors on pense que les instigatrices, par exemple, des émeutes de Stonewall dans les années 60, donc Marsha Johnson et Sylvia Rivera, étaient toutes les 2 bisexuelles.
en plus de plein d'autres choses. Et ensuite, une des personnes qui a lancé la première marche pour se rappeler ces émeutes s'appelle Brenda Howard et est bisexuelle aussi. Du coup, quand a commencé le militantisme bi, on a toujours été là. Par contre, ce qui est différent maintenant, c'est que on se revendique en étant bi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les bisexuels ont un peu essayé de se fondre dans la masse chez les lesbiennes, dans les milieux gays. Et à un moment, elles en avaient marre de la biphobie, marre de se faire rejeter. Et dans les années 90, on voit émerger des collectifs spécifiquement bisexuels. Et en France, donc on a Bicos dans les années 90. Mais là, j'ai l'impression quand même que depuis 1 an ou 2, il y a un espèce de renouveau absolument énorme, un peu partout dans la francophonie, qui est assez enthousiasmant. Personnellement, j'aime bien parler de réveil bi. Pour que ce soit très clair pour tout le monde, donc nous, on s'identifie toutes les 3 comme des personnes bisexuelles. Et c'est par là que je voudrais commencer. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est la bisexualité ? Floralie. Alors la bisexualité, ça se construit un peu comme le mot homosexuel et hétérosexuel. C'est-à-dire que homo, c'est comme moi, hétéro, c'est opposé. Et donc du coup, la bisexualité, c'est être à la fois attiré par les personnes du même genre que soi ou par d'autres genres. Donc en gros, c'est appartenir à la fois à la communauté homosexuelle et à la communauté hétérosexuelle. Il y a des personnes qui ne se disent pas bi, mais plutôt pansexuelles. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence, s'il y en a ? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui vont plutôt parler de bisexualité, d'autres de pansexualité ou d'autres termes ? En fait, donc la pansexualité, elle se construit plutôt par rapport au préfixe pan qui veut dire tous, donc par qui on est attiré par tous les genres ou sans distinction de genre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc effectivement les bi ont mis un peu de temps à s'organiser vraiment spécifiquement comme bi, et entre-temps, même si en fait depuis le début, en fait, on a des traces qui remontent effectivement des années 80 et même avant de bisexuels qui disent que ils sont aussi attirés par les gens indépendamment par leur genre. Eh bien, on a cette étiquette qui naît, celle des pansexuels, et qui se construit aussi. Et donc aujourd'hui, en fait, ces 2 mots sont utilisés par des populations qui, des fois, ont des profils sociologiques un peu différents. Donc on peut pas nier que la pansexualité existe puisque le mot est utilisé. En fait, l'usage fait que, oui, voilà, ça existe. Après, ce que les chercheurs et les chercheuses ont fait au niveau international, c'est de rappeler que, en fait, comme ces définitions étaient déjà intégrées à la bisexualité dès le départ, on va parler, par exemple, de bi+, qui est un terme parapluie qui englobe toutes les façons de décrire ces attirances qui ne sont pas monosexuelles. On a aussi des chercheurs qui parlent de plurisexualité par opposition à monosexualité. Donc monosexualité, un seul, donc les homosexuels et les hétérosexuels. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, si à certains moments on parle de bi et pas de bipan, en fait on parle de bi+, on parle de toutes les personnes qui ne sont pas monosexuelles. Oui. Après, c'est vrai que moi, je trouve que c'est important de parler en fait de la pansexualité, de le mentionner pour que les personnes pans se sentent pas laissées pour compte et se disent ça parle que des bis, ça parle pas de nous. L'autodétermination, c'est aussi choisir comment on se définit. Et en fait, si quelqu'un veut se définir comme pan, c'est aussi important qu'on reconnaisse qu'ils font partie de cette communauté. Pour le point de définition, je pense que c'est important aussi de préciser. Il y a une définition de la bisexualité d'une militante bi qui s'appelle Robin Hawkes aux États-Unis, qui dit la bisexualité, c'est le potentiel d'être attiré par plus d'un genre, pas forcément au même moment, pas forcément avec la même intensité, et du coup, ça permet aussi dans ce parapluie bi et pan de reconnaître les personnes qui vont peut-être avoir 90% d'attirance pour les femmes. Enfin, c'est pas obligé d'être 50-50. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a plein de personnes qui vont avoir des comportements ou des attirances bisexuelles, qui vont se dire « Ah, mais moi, je suis pas parfaitement 50-50, du coup, je ne suis pas bi. » Et or, c'est totalement faux. Et est-ce qu'on est capable d'identifier le pourcentage de personnes bi dans la population ? Alors, c'est très, très, très dur parce que la plupart des personnes bisexuelles ne sont pas out. Il faut faire la différence entre des comportements et des attirances bisexuelles et des personnes qui vont être out en tant que bisexuelles. Donc, qui vont se dire bisexuelles. Voilà. Donc, on sait, par exemple, aujourd'hui, qu'au sein des communautés LGBT, les personnes bisexuelles représentent la majorité. Au moins 50% des personnes LGBT sont bisexuelles. Elles sont pas toujours out et il va y avoir par exemple des femmes qui vont se dire lesbiennes, mais qui, dans les faits, quand elles répondent à des sondages, vont dire qu'elles vont avoir des attirances, voire des comportements bisexuels. Et pour moi, c'est là aussi l'importance du militantisme bi, c'est que
ces personnes-là ne se sentent pas en sécurité pour faire des coming out, et c'est tout l'enjeu de pourquoi on fait ce qu'on fait, je pense. Alors, il y a une statistique sur le sujet qui est assez intéressante de l'INED en 2018 qui montre que 65% des femmes et 45% des hommes qui se disent attirés par plus d'un genre se disent pourtant hétérosexuels. Donc ça montre qu'il y a vraiment une différence entre de facto les attirances et comment en fait on se définit. Ouais, et ça c'est beaucoup lié à la biphobie et à tout ce qui va avec, c'est-à-dire que, comme tu le disais en introduction, on va avoir tous ces stéréotypes sur ce que c'est une personne bi. Moi, ça m'arrive hyper souvent que je dise « Ah, je suis bi ». Le premier truc qu'on va me dire, c'est « Ah, mais du coup, les plans à trois ». C'est un peu un classique de ce qu'on entend quand on est bi+. J'ai commencé à l'évoquer en intro. On va donc se pencher sur la santé mentale des personnes bi, pan, etc. On se rend compte que aujourd'hui, je l'ai évoqué un petit peu, ces personnes-là sont très en souffrance. C'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet épisode. C'est parce qu'en fait, je crois qu'on n'en parle pas beaucoup, même si grâce à des militants, des militantes comme vous, on en parle davantage. Je trouve aussi que c'est une question qui dit beaucoup de notre société aujourd'hui, en fait, de où on en est aussi dans nos combats. Avant de continuer cette conversation, je voudrais qu'on accueille Daniel Batoula. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors pour celles qui ne te connaissent pas, tu es le psychiatre d'Encore Heureux. Je pense qu'on peut préciser que toi, tu t'identifies en tant qu'hétérosexuel. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la façon dont les enjeux de santé mentale des personnes LGBTQI+, sont intégrés dans le cursus de psychiatre. Est-ce que vous en parlez quand vous faites vos études ? Alors, ça va pas être le sujet principal dont on va parler, parce que depuis quelques années maintenant, et heureusement, c'est sorti des diagnostics des maladies mentales. Donc, l'homosexualité, pour rappel, depuis 1973, c'est sorti ce qu'on appelle le DSM, donc la Bible le diagnostic des maladies mentales des États-Unis, et depuis 1990 de l'OMS, donc ce qu'on appelle la CIM, la Classification internationale des maladies. Donc, ça a plus lieu d'être enseigné dans un trouble pathologique. C'est considéré pas quelque chose à guérir ou quelque chose de déviant ou quoi que ce soit, comme ça l'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que 1973, ça fait 50 ans, donc c'est très 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 récent. Pour ce qui est de la transidentité, on est sur 2012-2019 pour l'OMS, donc c'est des choses qui sont encore plus récentes. Donc c'est pas des choses dont on nous parle pendant notre formation. On sait que c'était dans les diagnostics, parce que la psychiatrie, c'est une spécialité médicale qui va évoluer avec la société. Il y a à certains moments, on va considérer qu'un comportement est un comportement psychiatrique ou anormal ou pathologique, et ensuite la société évolue et on va considérer que ce n'est plus du tout pathologique ou plus anormal, entre guillemets. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour l'homosexualité, pour la transidentité, pour d'autres choses. Donc voilà, on sort un peu du contexte vraiment de maladie, et c'est très important de pouvoir le dire. Et du coup, comment s'assurer quand on est une personne queer aujourd'hui que si on va voir un psychologue, un psychiatre, et en fait, cette personne, elle va nous recevoir correctement et nous aider correctement ? Alors, c'est peut-être bien de prendre quelqu'un qui a moins de 50 ans, parce que sinon elle a été formée avant et elle va dire « Ah bah tiens, cette personne a un problème pathologique et je vais lui proposer des thérapies correctives. » Donc, en fait, il faut se pencher vers des communautés et c'est du bouche à oreille. Il n'y a pas d'autre possibilité de trouver des professionnels avec qui vous êtes à l'aise que d'aller vers des associations ou d'aller vers des proches et de leur demander « Toi, qui est-ce que tu as pu consulter ? Avec qui tu t'es senti à l'aise ?» Ensuite, d'aller en consultation et surtout, comme je le dis à chaque fois à mes patientes et patients, c'est au bout de la 2e ou 3e séance, si ça ne marche pas, je sais que c'est compliqué parce ça prend du temps, mais vous changez, vous partez, vous restez pas avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise pour dire des choses qui sont moyennement importantes, quand vous allez parler de sujets douloureux et très difficiles, vous n'allez pas dire les choses et ça va vous faire perdre du temps, ça va faire perdre du temps à tout le monde et c'est pas aidant. Et Anna, Floralie, vous, dans vos collectifs respectifs, est-ce que vous conseillez des thérapeutes, des psys, et notamment des personnes qui comprennent ce que c'est que la bisexualité, la biphobie ? Alors nous, c'est une conversation qu'on a commencé à avoir très très récemment. On a des discussions sur le réseau social Discord sur lesquelles on a lancé assez récemment un salon autour de la santé mentale, parce que c'était quand même un sujet qui revenait énormément. Et par contre, pour les recommandations de psy,
de plus en plus, il commence à y avoir des psys ou des professionnels de santé mentale qui vont assumer d'être concernés, qui vont se revendiquer lesbiennes ou gays ou trans. Par contre, pour des personnes qui se revendiquent bi, j'en ai pas encore vu. Donc en tant que bisexuel, on ne sait pas trop où aller et on essaye de recommander à des amis les gens qu'on a vus et qui étaient OK. Alors nous, à Montpellier, il y a eu des gens qui font partie du collectif qui, tout de suite, dès la première réunion, ont dit que c'était un des enjeux sur lesquels ils voulaient travailler. Et du coup, l'angle que ces personnes ont pris, c'était plutôt de regarder ce qui existait au niveau associatif LGBT, voir les centres de santé communautaires, etc. Plutôt aller là-bas pour dire, bon, est-ce que vous avez besoin de formation ? Est-ce que vous vous sentez prêt à accueillir des personnes bi ? Est-ce qu'on peut envoyer des personnes bi vers vous ? Et après, moi, à titre personnel, c'est vrai qu'en fait, c'est une question, quand on dit qu'il faut être à l'aise avec le professionnel de santé qui nous suit, c'est primordial. Et je sais que moi, ma psychiatre, j'ai mis plus d'1 an à lui dire, en fait, je suis bi. Donc c'est une psychiatre qui est très jeune et qui est assez progressiste sur beaucoup de questions. Et du coup, je me souviens, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais enfin, nous sommes, donc c'est l'année dernière, donc nous sommes en 2023, c'est OK. Et j'étais là, bon, top, c'est bien, j'aurais pu le dire dès le début, mais bon. Je pense que vous avez de la chance, là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une demande de votre part qui est que les psys qui connaissent les réalités bi le disent en fait plus clairement ? Oui. Donc on le marquera sur la plaque. En intro, je vous ai donné quelques exemples de ce que ça peut être la biphobie, donc c'est-à-dire un sentiment, une manifestation de rejet, de mépris, de haine, de dégoût à l'endroit des personnes bi, pan. Donc, est-ce que vous pourriez me donner d'autres exemples, qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est concrètement la biphobie ? Moi, si je regarde ma vie personnelle, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance, entre guillemets, parce que la seule biphobie à laquelle j'ai fait face, ça a été de l'invisibilisation, encore et encore et encore. J'ai l'impression que parler de ma bisexualité, que ce soit dans ma famille, même à des proches, même à des partenaires romantiques, c'est vraiment toujours un processus un peu de gaslighting, comme si on m'expliquait que ma réalité n'était pas vraie. Et donc ça m'est régulièrement arrivé de devoir faire plusieurs coming out parce que le premier coming out n'était pas entendu ou qu'on me disait non mais bon ça va passer, c'est une phase, non mais t'es lesbienne refoulée, non mais t'es juste une hétéro-curieuse, c'est juste que tu te cherches, et je trouve qu'il y a vraiment un poids énorme à ça, au fait en fait d'avoir toujours sa réalité niée par la personne d'en face qui nous dit mais toi en fait à un endroit et à un moment de ta vie qui est l'endroit du coming in, quand on se rend compte qu'on est queer, et du coming out, quand on en fait part aux autres, qui est un moment hyper difficile dans la vie d'une personne queer. En fait, au lieu d'être accueilli avec de l'amour et du soutien, on nous dit « bah non, en fait, tu t'es trompé ». Et c'est hyper violent, je trouve. Il y a ça, oui, effectivement, l'invisibilisation, mais en fait, ce qu'on peut dire de la biphobie, c'est pas exactement la même qui est contre les femmes et contre les hommes, mais on a une idée très claire, en fait, de quelle est l'image de la bisexualité dans la culture en regardant les œuvres de la culture pop, en fait, et les personnages qu'on a au cinéma, etc., qui sont des personnages bi, ce sont des personnes horribles, ce sont des personnes moralement, c'est des personnes malhonnêtes, manipulatrices, etc. Donc on a ces clichés-là, en fait, qui sont les clichés sur les personnes bi, tout en ayant en face effectivement une négation du fait que nous vivons des discriminations. C'est-à-dire que les personnes vont me dire oui, bah écoute, vous êtes pas dignes de confiance, vous êtes des menteuses, vous êtes des manipulatrices, mais en même temps quand on dit bah on vit de la biphobie, non mais vous vivez rien du tout en fait. Quand on nous dit pas qu'on n'est même pas bi. Et en plus de ça, en fait, donc d'abord il y a la biphobie, mais on va aussi avoir l'homophobie, parce qu'en fait quand même la bisexualité elle se construit avec une part homosexuelle, et où on va vivre de l'homophobie sans avoir accès ni à une communauté, ni aux lois récentes contre les discriminations. Nous, à notre échelle, ça peut se manifester au travail. Par exemple, moi, j'ai dû faire appel à une médiation professionnelle pour un cas où j'étais clairement discriminée sur base de mon orientation sexuelle, et où j'ai pas pu dire, en fait, je viens parce que je suis bisexuelle. J'ai dit, je viens parce que je suis ouvertement LGBT. J'ai pas pu dire en fait quel était réellement le sujet de ma discrimination. Sinon, en fait, j'aurais probablement pas pu bénéficier de ces dispositifs. Puis on voit sur des réalités qui sont autres que les nôtres, notamment celles des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile bisexuels ne bénéficient pas de la même protection que les demandeurs d'asile homosexuels. Et donc on a des cas mais dramatiques de personnes qui ont besoin de ce droit d'asile et qui ne vont pas y accéder.
J'ai lu un texte de toi où tu racontes le cas spécifique d'une personne une femme qui a été du coup renvoyée dans son pays parce que elle a dit qu'elle était bisexuelle et que en fait ça ne suffisait pas en gros parce qu'on lui a dit tu peux toujours aller te cacher dans l'hétérosexualité et qui a été malheureusement assassinée par son oncle. Il me semble que c'est cette histoire-là. Oui, c'est une histoire terrible. C'était une personne en fait qui avait vécu en France pendant ses études, qui avait rencontré une femme et en fait il y avait des traces sur internet de cette relation. Mais effectivement, elle n'a pas été protégée par le droit et en fait, quand elle est rentrée chez elle, elle a été battue à mort en fait. Il y a quelques chiffres que je peux vous donner qui viennent nourrir un peu ce que tu disais tout à l'heure du fait qu'on a un regard parfois très violent sur ce que c'est que les bi et ça peut avoir des conséquences par exemple sur les relations affectives, amoureuses, sexuelles. Selon une enquête nationale sur la bisexualité de 2015 qui a été menée notamment par SOS Homophobie, la moitié seulement des personnes hétéros seraient OK pour coucher avec une personne bi et c'est 77% des lesbiennes, 83% des personnes gays. En relation amoureuse, seulement 42% des hétéros seraient OK d'être en relation amoureuse avec des personnes bi, 62% des lesbiennes, 53% des personnes gays. Il y a aussi souvent dans la bisexualité le poids du mensonge, le fait qu'on se cache, qu'on ne dit pas qu'on est bi. Parce qu'il y a des chiffres qui montrent que statistiquement, les bi cachent plus leur orientation sexuelle au travail que par exemple des personnes homosexuelles. Est-ce que vous pouvez me parler une seconde du poids du mensonge en fait, ce que ça fait de devoir mentir, cacher constamment, parce qu'en fait on a l'impression que ça fait rien, que c'est pas grave, que tu peux toujours te cacher, mais en fait ça a des effets réels sur la santé mentale, il me semble. Ouais, le fait de se cacher... En fait, le problème, entre guillemets, de la bisexualité, c'est que on ne peut pas être entièrement nous-mêmes dans les milieux hétéros, mais on ne peut pas non plus être entièrement nous-mêmes dans les milieux gays et lesbiens. Et du coup, nous, en tout cas, à BIP en Paris, on s'est aussi créé en réaction à ça et au fait qu'on sortait de milieux dans lesquels on avait peur de l'homophobie, du coup on disait rien sur le fait d'être queer et je pense qu'on est beaucoup au sein du collectif à avoir essayé de s'intégrer dans les milieux LGBT non bi, donc dans les milieux gays et lesbiens principalement, et où en fait on se retrouvait à avoir les mêmes mécanismes d'autocensure qu'on avait dans les milieux hétéros. C'est-à-dire, moi je me suis retrouvée régulièrement dans les milieux lesbiens à cacher le genre de la personne avec qui je sortais, ou à cacher le genre de mon ex parce que mon ex était un mec. Et du coup, on se retrouve à avoir peur de faire des coming out, même quand on est dans des milieux LGBT qui se sont historiquement construits sur le fait de pouvoir être qui on voulait et aimer qui on voulait. Donc pour les bisexuels, c'est un peu double peine parce qu'on n'est jamais entièrement chez nous. Alors, on va revenir dans un instant sur la question justement de l'expérience des personnes bi dans les milieux LGBT. Avant ça, je voudrais qu'on revienne sur une phrase qu'on entend souvent qui est de dire la biphobie n'est pas une oppression systémique. Ça, c'est quelque chose on entend souvent. Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Alors, la biphobie, en fait, d'abord, en fait, il y a des études sur le sujet. Hein, clairement, on les lit pas parce que c'est des papiers académiques, mais clairement, c'est documenté. C'est pas du tout une vue de l'esprit. Et effectivement, il y a une oppression systémique. Et du coup, en fait, comment caractériser la biphobie, parce que souvent en fait moi on m'a dit au pire ce que tu vis c'est de l'homophobie, la biphobie ça n'existe pas. Alors je suis d'accord, je vis de l'homophobie, même quand je suis pas en couple avec une femme, parce que par exemple tout simplement j'ai grandi sans représentation acceptable de femmes qui aiment les femmes, et ça en fait n'importe quelle personne qui aime les femmes va le vivre, que ce soit une lesbienne, que ce soit une bisexuelle ou une pansexuelle. Mais la biphobie, en fait, c'est l'oppression qui vient vraiment systématiquement taper sur le fait d'avoir les deux en même temps. Et donc, ça va être effectivement comme nier le fait que tu aies besoin de soutien si tu es bisexuel. Et ça va t'exclure des programmes de soutien, etc. Et comment dire que c'est pas une oppression systémique quand on voit que les femmes bisexuelles sont plus victimes de violences conjugales et que pourtant, les structures montées pour traiter les violences conjugales ne sont même pas formés à la question de la bisexualité. C'est-à-dire que, alors qu'on est la population la plus touchée par ce problème, nous avons des structures gouvernementales qui ne sont pas calibrées pour nous. Et ça va être le cas aussi au sein des groupes et des institutions qui travaillent particulièrement avec les personnes LGBT. Même si, je le disais tout à l'heure, on est 50%, au moins 50% de la communauté LGBT, et ce chiffre est en hausse. Donc plus les générations sont jeunes, plus elles ont tendance à s'identifier comme bi ou pansexuelles plutôt que gay ou lesbiennes. Et pourtant, on est 50% de la communauté, et la plupart des institutions qui travaillent avec les personnes LGBT sont
au mieux silencieuses sur les enjeux de la bisexualité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va accepter communément que l'homophobie et la transphobie sont des crimes qui sont très graves. On entend beaucoup moins parler de biphobie. Alors, je vais citer une étude de 2016 qui porte sur l'évolution de perception, notamment par les personnes hétéros à propos des personnes gays, lesbiennes et bi, qui montre que non seulement les hétéros ont plus de préjugés négatifs sur les personnes bi que sur les personnes gays et lesbiennes, mais que les préjugés des hétéros envers les personnes gays et lesbiennes ont baissé, alors que vis-à-vis des personnes bi, ces préjugés n'ont pas baissé ces dernières années. Comment vous expliquez ça ? Alors c'est très marrant parce qu'en fait ça montre que dans l'esprit collectif on avance. Là on est dans le progrès, on est dans une période où tout le monde va dire mais voyons, nous sommes par exemple en 2024, comme si en fait on était dans un progrès naturel, sans comprendre qu'en fait ce progrès naturel il est le fruit de luttes acharnées depuis des décennies, et donc c'est logique en fait si les bi n'ont pas réussi à s'organiser en tant que communauté bi, que les avancées pour les bi n'aient pas eu lieu. En fait l'avancée des droits lesbiens et gays viennent du travail acharné de la communauté LGBT. Donc moi je pense que ça vient simplement du fait que la société ne change pas magiquement et qu'en fait il n'y a pas eu de travail fait sur la biphobie. Alors, on parle de biphobie en général dans la société, qui, on pourrait le dire aussi, fait que les bi ont plus de risques aujourd'hui d'addiction, de dépression, de troubles anxieux, d'automutilation, de troubles du comportement alimentaire, de suicide que les hétéros, mais aussi bien souvent que les gays et les lesbiennes. Je voudrais qu'on zoome un petit peu sur les communautés LGBT, la place des personnes bi dans ces espaces, parce que bi, c'est le B de LGBT, mais ce qu'on observe souvent, vous les avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est que beaucoup, en fait, ne se sentent pas appartenir à la communauté queer. Je vous propose, avant de continuer cette conversation, qu'on écoute plusieurs témoignages de personnes qui ne se sentent pas assez queer. En tant que bi, mes premières expériences lesbiennes ont eu lieu avec des amis. Il y avait un lien de confiance plutôt installé. Mais quand j'ai souhaité sortir de mon cercle social pour rencontrer de nouvelles personnes, je me suis confrontée à de la biphobie. C'est comme si le fait d'avoir majoritairement relationné avec des hommes m'enlevait toute légitimité. J'ai entendu des phrases du genre « De toute façon, les filles pour toi, c'est juste un loisir ». Ou alors « Me parle pas de tel ex masculin, ça me met mal à l'aise ». De nature anxieuse, constamment dans le doute, mon syndrome de l'impostrice s'était immiscé dans mon orientation sexuelle. Aujourd'hui, j'ai peur que mon passé hétéro m'empêche d'accéder au cercle queer auquel j'aimerais appartenir. En tant que femme bisexuelle cisgenre et en couple avec un homme, je ne me sens pas appartenir à la communauté LGBT+. Je me sens comme une alliée active, car même si je me sens profondément concernée par ces sujets, j'ai l'impression de m'approprier une cause ou un espace de parole. Je voudrais pouvoir participer au débat, mais j'ai peur qu'on me dise que je n'y ai pas ma place ou que j'en prends trop. La difficulté principale que je rencontre en tant que personne bi et pan, c'est l'impression de ne pas être assez queer dans les milieux LGBT+. Être mère de famille nombreuse, ça n'aide pas, même si l'autre parent, c'est un père bi et pan. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ? Ça vous surprend ? Moi, je crois que le témoignage de la mère de famille me touche beaucoup. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent coincées parce que dans des situations où c'est vraiment étiqueté hétéro et où en fait c'est bloquant quoi. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui revient énormément en cercle de parole. Je pense que s'il y a un truc qui définit les personnes bisexuelles, c'est bien le syndrome de l'imposteur. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 1 an que je milite activement sur cette question. Je suis là en train d'en parler. J'ai toujours l'impression d'être un imposteur. Mais d'ailleurs, quand je t'ai proposé de participer à cette émission, tu m'as dit non, je me sens pas légitime. Voilà, donc je pense que c'est un peu le truc qui définit l'expérience bisexuelle, et je le vois autour de moi, même de personnes qui militent activement, ou même de personnes qui sont out en tant que bisexuelles depuis 15 ans, qui ont toujours l'impression d'être trop ci ou pas assez ça, ou comme s'il y avait un nombre de partenaires auxquels on pouvait dire qu'on appartenait à la communauté. Et cette notion d'allié, c'est aussi souvent une notion qui va ostraciser ou qui va mettre de côté les personnes bi de la communauté LGBT. On l'a vu récemment, Daphné Burki, qui a obtenu un prix de l'allié de l'année, je crois, de la part de Tétu, un magazine LGBT, alors qu'elle venait de faire un coming out bisexuel. Et c'est vraiment l'impression qu'on a beaucoup, c'est qu'en fait, on est de toutes les luttes,
mais souvent, surtout si on n'est pas en couple avec une personne du même genre, par exemple, on va être considéré comme des très bons alliés. Alors j'aimerais qu'on aborde la question du queerbaiting, donc c'est-à-dire c'est un terme anglophone qui en gros qualifie un comportement qui consiste à adopter les codes de la communauté queer pour se faire apprécier d'elle. Et parfois il y a des personnes bi à qui on dit vous faites du queerbaiting comme si elles n'étaient pas déjà membres de cette communauté. Et Floralie, est-ce que tu peux nous raconter justement un peu ce qui est arrivé à une performeuse drag king qui s'appelle Liv Suquet, qui est basée à Toulouse et qui a un peu vécu ça dans le fond? Oui, alors du coup, Liv, effectivement, c'est quelqu'un qui est très impliqué, très bonne alliée. Et elle est, en plus, enfin vraiment, elle est active. Elle organise des choses beaucoup et elle fait du drag king. Et donc du coup, à l'occasion de Drag Race qui venait en province, elle a fait une performance où elle parlait de sa bisexualité. Elle avait écrit sur le torse bi et c'était vraiment quelque chose qui parlait intégralement de la bisexualité. Et elle s'est fait interpeller par quelqu'un qui a dit vraiment... Dans la salle ? Non, elle s'est fait interpeller en message. Quelqu'un qui lui a écrit franchement, c'est quand même commun. Enfin, c'est commun. C'est bien pratique de prétendre faire son coming out bi pour pouvoir rentrer dans Drag Race, quoi. Et donc, elle a dû se défendre de dire, mais en fait, d'abord, c'est pas parce que je parle pas de ma vie personnelle que je suis pas bi depuis et que je le sais depuis des années. Et puis, enfin, c'est pas acceptable en fait de remettre en question un coming out comme ça. Et je pense que c'est important aussi de rappeler, le queerbaiting, c'est quelque chose qui est censé viser des entreprises, en fait. C'est quelque chose qu'on est censé appliquer à Disney ou à Nike, ou qui va se mettre aux couleurs arc-en-ciel pour se donner une bonne image. C'est pas quelque chose qu'on est censé appliquer aux humains. Enfin, dans la société aujourd'hui, qui fait semblant d'être queer pour être cool? Et en plus, qui fait semblant d'être bi pour être cool quand on sait à quel point être bi, c'est le truc le plus cringe de la planète pour le reste des LGBT, quoi. Anna? Oui, alors, on est complètement d'accord. Mais c'est un peu aussi ce truc de cercle vicieux, j'ai l'impression, avec le queerbaiting, en fait, à chaque fois qu'une célébrité fait un coming out bisexuel, ce qui est déjà hyper dur dans la société dans laquelle on vit, je pense Lady Gaga a fait son coming out bi en 2009. Et depuis 2009, ça fait 15 ans qu'on lui dit non, mais bon, elle est pas vraiment queer. C'est une super alliée. C'est une super alliée. Et après, on s'étonne que les bisexuels ne fassent pas de coming out. Déjà, la plupart du temps, c'est pas vrai. Juste, on vous l'a dit, vous nous avez pas cru. mais en plus, il y a ce truc de, en fait, on a de plus en plus peur de faire des coming out. Parce que si on nous accuse de queerbaiting, si on nous accuse de, voilà, et du coup, on le fait de moins en moins. Et ça devient un cercle vicieux où, du coup, les personnes bisexuelles ne sont pas visibles. Du coup, on ne peut pas s'identifier à des personnes bisexuelles. Du coup, on le voit pas modelé ailleurs, notamment dans les fictions, notamment dans les célébrités. Et du coup, on se dit même pas que c'est une possibilité. Moi, j'ai vécu pendant 15 ans. Je me suis même pas dit que la bisexualité, c'était une possibilité parce que j'avais pas de modèle et encore moins des modèles de femmes bisexuelles qui découvraient leur bisexualité en étant en relation avec des hommes. Alors, il y a les coming out auxquels on ne croit pas, et puis il y a les coming out forcés. Je pense par exemple à un acteur de la série Heartstopper qui s'appelle Kit Connor et qui a été obligé en quelque sorte de faire son coming out. Est-ce que Floralie, tu veux bien résumer cette histoire-là ? Oui, en fait, cet acteur, il jouait le rôle d'un homme bisexuel, d'un jeune homme bisexuel. C'était dans un film sur des ados. Et les gens se sont insurgés en disant mais comment ça se fait que c'est joué par un hétéro? Et donc, en fait, il a été forcé sous la pression de dire non, mais en fait, je suis bisexuel. Et il a même rajouté vous n'avez pas vraiment compris le message du film, en fait. Peut-être un dernier exemple pour montrer à quel point la question bi, elle n'est pas forcément hyper évidente, voire il y a parfois des logiques d'exclusion qui peuvent être volontaires. C'est l'histoire de l'acronyme TPG. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah oui, alors TPG, ça veut dire trans PD Gwyn. Donc TPG en France, c'est on va dire le milieu LGBT, mais version plus politisée et souvent plus précaire. Et donc moi quand j'entendais TPG, je disais bon c'est marrant, c'est un peu, enfin c'est bête, il y a pas bi dedans, mais ça doit être un oubli, un impensé. Et en fait il y a des gens, donc c'est dans un zine qui s'appelle, je crois, les licornes ont la rage. Les licornes ont la rage, on vous mettra en bibliographie. Ouais, et donc du coup, dans les licornes ont la rage, ces personnes, on est allé interroger des anciens et des anciennes pour savoir d'où venait TPG. Et en fait, on nous a expliqué que ça a été un moment de scission avec les bi. Et en fait, TPG a été explicitement créé pour exclure les bi.
Donc c'est pas une coïncidence. Alors bien sûr, il faut rappeler que toutes les personnes qui utilisent l'acronyme TPG ne le font pas par volonté d'exclusion. La plupart des gens en fait ne connaissent pas cette histoire, hein, bien sûr. La conséquence de tout ça, de tout ce qu'on a raconté et plein d'autres choses, c'est souvent que les bi ne se sentent pas légitimes dans les espaces LGBT et que ces espaces, du coup, ne jouent pas autant le rôle de cocon safe, entre guillemets, que par exemple pour les gays et les lesbiennes. Anna, en préparant cet entretien, tu me disais, en fait, nous, on a le stress d'être une minorité sans la communauté qui va avec. On n'ose jamais dire qu'on fait partie de la communauté queer. Il y a une stat assez intéressante que vous avez soulevée toutes les deux à plusieurs reprises qui montre que, par exemple, la santé mentale des femmes bisexuelles tend à baisser lorsqu'elles se mettent à fréquenter les milieux LGBT, alors que, par exemple, elle augmente pour les femmes lesbiennes. Vous pouvez expliquer peut-être pourquoi, comment ? Ouais, alors ça, c'est des choses qui sont sorties il y a quelques années dans des papiers scientifiques. Alors, il faut aussi comprendre que c'est pas seulement les femmes bi. En fait, il y a, par exemple, chez les lesbiennes, il y a certains profils de lesbiennes qui ont les mêmes phénomènes. Par exemple, il y avait une étude qui démontrait que c'était les lesbiennes des milieux ruraux et jeunes qui avaient tendance à pas bénéficier, en fait, de la communauté lesbienne. Je pense qu'en fait, quand on accède au seul endroit où on peut avoir du soutien et où en fait cet endroit ne présente pas ce soutien, c'est un peu logique que ça crée du désespoir, que ça isole, que ça nous mène à avoir notre santé mentale qui décline. Je pense que c'est important en fait de comprendre que qu'on a besoin d'endroits où on est un peu normal, d'un endroit où on peut juste exister tranquillement sans la pression de la société, et que ces endroits-là, s'ils n'existent pas, c'est compliqué. Alors on va y revenir dans un instant. On va peu à peu se diriger du côté des solutions, de ce qu'on peut entreprendre pour que les personnes bi, pan aillent mieux. On s'en reparle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, donc, on se penche sur la santé mentale des personnes qui se trouvent sous le parapluie bi, les personnes bisexuelles, pansexuelles, etc. Anna, dans votre collectif, vous avez des personnes qui cachent leur bisexualité dans les milieux queer ? J'espère, et je pense de moins en moins. Je pense que aussi ce processus de se politiser individuellement et collectivement au sein du collectif BIPAN Paris a fait qu'on a tendance à revendiquer notre bisexualité de plus en plus, à se sentir de plus en plus légitime, même si c'est pas toujours gagné. Mais oui, il y a toujours dans les milieux, dans les lieux. Moi, je parle de ce que je connais, qui va être les milieux lesbiens. Oui, il y a toujours cette espèce de honte ou d'avoir l'impression de devoir mentir, de devoir cacher des attirances passées pour les hommes, de devoir cacher des attirances actuelles pour les hommes, sous peine d'être traité plus ou moins explicitement de traîtresse à la cause. Et c'est aussi des trucs qu'on voit régulièrement. Enfin, on va sur des applis de rencontres, par exemple. Il y a encore aujourd'hui, en 2024, des femmes lesbiennes qui vont mettre explicitement sur leur profil d'appli de rencontre moi, je ne date pas des bisexuels. Tu me disais, on construit des communautés dans lesquelles on a à nouveau peur de faire des coming out. Moi, c'est vraiment un truc qui me rend triste dans la biphobie des milieux queer. C'est qu'en fait, on reproduit des mécanismes d'exclusion contre lesquels on s'est battu pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire que on a créé ces milieux gays et lesbiens, ces milieux LGBT, parce que justement, on en avait marre d'avoir peur de dire qui on était, on en avait marre de devoir cacher une partie de notre identité. Et aujourd'hui, il se trouve que pour les bisexuels, c'est encore le cas dans tous les milieux LGBT. Et je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que, étant donné que 50% des personnes queer sont bisexuelles au moins, si vous faites partie d'un milieu lesbien ou gay et qu'il n'y a que des gays et des lesbiennes autour de vous et que personne n'est out en tant que bisexuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bisexuels autour de vous, ça veut juste dire qu'elles ne se sentent pas assez en sécurité pour faire un coming out. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de quelqu'un qui a de la difficulté à se dire bi, ou plutôt à se sentir faire partie d'une communauté bi. J'ai fait mon coming out gay vers l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 30 et j'ai compris cette année que j'avais complètement refoulé mon attirance pour les filles. Je pense que si je devais me définir vraiment, je dirais que je suis bi ou pan, mais j'ai beaucoup de mal à m'identifier comme tel. J'ai construit avec difficulté mon identité autour de mon homosexualité et être bi aujourd'hui, ça ne sonne pas pareil.
Je préfère continuer à dire que je suis PD, tout simplement parce qu'il n'y a pas de communauté bi, comme il y a une communauté PD, et il n'y a pas d'identité bi, comme il y a une identité PD. Ça m'évoque des gens que je connais des deux côtés, du côté gay et du côté lesbien. Ça m'évoque notamment une personne qui avait évolué pendant presque 15 ans dans le milieu lesbien en étant en relation exclusivement avec des femmes. Et un jour, ça lui est retombé dessus, mais de la même manière qu'avant, c'était déjà présent. Et donc, elle est tombée amoureuse d'un homme. Et d'abord, effectivement, elle a eu très peur d'en parler à ses amis. Or, l'intégralité de sa sociabilité était lesbienne, donc elle s'est retrouvée un peu isolée. Elle a fini quand même par en parler à ses amis qui lui ont dit qu'elle comprenait. En fait, il y avait des gens qui étaient assez ouverts dans son entourage. Et en fait, moi, à chaque fois que je la voyais et qu'elle parlait de son partenaire, elle en parlait tout le temps de façon très très dénigrante. Elle disait, je comprends pas vraiment pourquoi je tombais amoureux de lui, il est un peu moche, il est très très viril, etc. Et moi, en fait, de voir ça, ça me fend le cœur parce que, bon, d'abord, dans leur couple, je me dis, bon, c'est pas ouf, mais c'est de me rendre compte à quel point on peut se retrouver quand on est bi à avoir honte, soit de son attirance homosexuelle, parce que je pense qu'on est beaucoup de bi aussi à avoir, comme toutes les personnes, toutes les femmes attirées par les femmes, eu honte de cette partie-là de nous, mais qui peuvent aussi se retrouver à avoir honte de l'autre partie. Et en fait, c'est infernal, en fait. Il n'y a pas d'endroit où on est à l'abri de se détester soi-même, en fait. Dans ce témoignage, ce que j'entends aussi, celui qu'on vient d'écouter, j'ai trouvé en quelque sorte ma communauté, j'ai trouvé ma famille, la communauté gay, et je vais pas en sortir pour un endroit où il n'y a pas de communauté. Il me semble que ça me permet d'aller vers aussi ce que vous êtes en train de construire, qui est une communauté bi à part entière. Alors vous et plein d'autres personnes, évidemment. Oui, moi, ce que ce témoignage m'inspire, c'est que ce mec-là, il a raison, en fait. Dans l'état actuel des choses, nous, on en a beaucoup des personnes qui viennent en cercle de parole. C'est une minorité, mais il y en a quand même pas mal, qui se sont construits justement leur identité dans les milieux gays ou lesbiens, ce qui est déjà quelque chose d'hyper difficile. Encore dans la société actuelle, et du coup qui se sont créés des sociabilités, des identités autour de ça, et qui, quand elles se rendent compte de leurs attirances bisexuelles, se disent mais je vais pas perdre ma communauté. Et aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, quand on est lesbienne, on peut aller vers une communauté lesbienne, la trouver assez facilement parce qu'elle est quand même assez forte. Pareil pour beaucoup plus pour les communautés gays. Aujourd'hui, la communauté bisexuelle, nous, c'est pour ça qu'on se bat aussi, c'est pour qu'un jour, ce soit possible de se dire là, je me rends compte que je suis bi, je vais aller trouver la communauté bi. Et nous, c'est aussi de là qu'est venue la création de Bip en Paris. C'est qu'en fait, comme tout bon bébé bi, on a tapé sur Google bisexualité, association, on fait quoi, est-ce que ça existe ? Et il y avait très peu de choses autour de nous qui répondaient à ce besoin de communauté, où en fait on avait besoin d'espaces dans lesquels on n'a pas besoin d'expliquer nos identités, dans lesquels on peut être entièrement nous-mêmes et nous sentir en sécurité. Alors Floralie, tu me disais quand on préparait cet entretien, moi je souhaite que les bi, les pans aient leur chez eux, leur chez elles, un endroit où se sentir normal. Pourquoi c'est important d'avoir un endroit où se sentir normal ? Alors je pense que c'est important quand on regarde. Alors moi je parle beaucoup du point de vue féminin, donc avec la communauté lesbienne. Je pense que les lesbiennes ont besoin aussi d'avoir des espaces qui leur correspondent à elles, vraiment. Et effectivement, pour elles, l'attirance pour les hommes ne fait pas partie de leur vécu. Et dans une société où on a beaucoup trop d'hétérosexualité, je comprends qu'elles aient pas envie d'en entendre parler. Mais du coup, en fait, ces espaces-là dont elles ont besoin ne sont pas adaptés à nous. Et du coup, ça me semble primordial, en fait, à un moment, de reconnaître qu'on a aussi besoin d'espace. Après, ça n'empêche pas la fluidité. Et je pense que de toute façon, j'espère qu'on aura une communauté bi et pan plus forte, qu'il y aura des gens qui se sentiront à l'aise des deux côtés, des gens qui évolueront chez nous. On aura peut-être même aussi des lesbiennes qui vont transiter chez nous le temps de comprendre qu'elles sont lesbiennes. Je veux pas qu'on soit deux communautés séparées avec un grand mur au milieu, mais je pense que c'est important de reconnaître à un moment, quand il y a des besoins spécifiques, qu'on a besoin d'être chez nous. Là, j'ai l'impression en fait qu'au mieux, j'ai un canapé chez une pote. Mais un canapé chez une pote en étant SDF, donc aussi il y a une pression sur cette pote qui est là en mode genre mais si je la vire du canapé, elle va où ? Donc moi je me dis c'est quand même plus pratique
quand on est dans cette situation, de se dire, écoute, j'ai chez moi, c'est sympa, j'ai mon canapé, t'as chez toi, t'as ton canapé, de temps en temps, on se fait une pyjama party, je viens chez toi, tu viens chez moi. Et ça, je veux qu'on ait ça. J'espère que dans 10 ans, quand on sera vraiment bien solide, construit, etc., on aura ces échanges-là. Mais j'ai quand même besoin d'avoir un chez moi, en fait. Daniel, toi, de ton point de vue, pourquoi c'est un besoin vital, en quelque sorte, d'avoir un espace où se sentir normal ? Se sentir normal à un endroit, ça nous permet de nous construire et ça nous permet de nous identifier et de nous dire qui est-ce qu'on est vraiment. Si à chaque fois on est obligé de mentir sur son identité, sur son appartenance sexuelle, sur son attirance, sur quoi que ce soit, on n'arrive pas à savoir qui on est parce qu'on est tout le temps en train de mentir aux autres, de mentir à soi-même et on est tout le temps sur nos gardes. Il faut faire attention, faut pas que je parle de mes ex, il faut pas que je parle de la personne avec qui je suis actuellement, faut pas que je parle de ça. On finit par se perdre et c'est très très usant. Si on arrive à être en sécurité, sentir écoutée, comprise et entendue, c'est très agréable et on se libère. Et ensuite, on peut de plus en plus se poser la question, ah mais tiens, en fait, moi, je suis plus bi ou j'arrive plus à évoluer et à penser à des choses autres que, attention, il faut faire attention à tout ce que je dis. On retrouve aussi l'importance de parler avec des personnes dans un endroit safe. C'est des groupes de parole non mixtes qu'on trouve dans toutes les minorités. Pour des personnes qui sont racisées, pour des personnes qui ont subi des agressions sexuelles, pour des personnes... À chaque fois, on se rend compte que être dans un groupe de parole avec des personnes qui ont des souffrances similaires aux vôtres, c'est très soulageant parce qu'en fait, vous vous sentez libre de parler, vous entendez les autres qui parlent et il y a une connexion qui se crée automatiquement. Et en fait, on ne se sent pas jugé, on ne se sent pas mis à l'écart. Et voilà. Et c'est très, très important, ça. Des souffrances, mais aussi des joies, tout un tas d'expériences que seuls les autres, comme nous, peuvent comprendre. Anna, justement, vous, au collectif BIP en Paris, vous organisez des cercles de parole, tu en facilites certains. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, en gros, en quoi ça consiste, qui vient à ces cercles, qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce qu'on y fait ? C'est une bonne question. On rigole, on pleure, on est en colère. Alors les cercles de parole, nous c'est sur ça que le collectif BIP en Paris s'est construit il y a 1 an. C'était vraiment sur l'idée de construire des espaces où on pouvait parler de nos bisexualités entre nous et sans avoir à expliquer. Et du coup, ce qu'on fait quand on met en place des espaces de parole, c'est que il va y avoir un temps d'accueil, puis on va être, peut-être une quinzaine dans un cercle de parole. Il va y avoir 2 personnes à la facilitation, et l'idée, c'est de pouvoir parler des choses qui nous traversent en ce moment. En rapport avec notre bisexualité. Et ça peut vraiment être des sujets hyper divers. Il y a des personnes qui arrivent avec des parcours de vie totalement différents. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est de se donner un espace de parole bienveillant, où il va y avoir de l'écoute, où on va nous laisser parler sans nous interrompre, sans nous dire « non mais ça, c'est pas vrai, ces trucs, c'est machin ». Et en fait, on va commencer à se réparer un peu entre nous. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le système de santé, et particulièrement les professionnels de santé mentale, ne sont pas adaptés à la prise en charge des problématiques spécifiquement bi. Du coup, on ne peut pas se permettre d'attendre que les institutions et le système de santé rattrapent son retard. Et nous, entre-temps, on a déjà tous ces problèmes de santé mentale. Du coup, c'est aussi cette volonté un peu de s'auto-soigner entre nous. Et moi, je trouve que dans ces cercles de parole, il y a un truc vraiment viscéral, émotionnel de se réparer, quoi, de joie de voir des personnes qui nous ressemblent, de pouvoir pleurer, de pouvoir s'autoriser à tous ces... à poser le poids de la biphobie que des fois des personnes ont vécu pendant 15 ans. Nous, ça arrive hyper régulièrement que dans des groupes de parole qu'on facilite, on commence par un tour d'introduction où une personne va partager son prénom ou un pseudo, ses pronoms et comment elle se sent aujourd'hui. Et des fois, ça fait 3 minutes qu'on a lancé le cercle de parole, on est déjà tous en train de pleurer. Parce que vraiment, ces personnes-là arrivent pour la première fois à mettre les pieds dans un espace LGBT déjà, et dans un espace spécifiquement bisexuel où elles ont le droit d'être elles-mêmes.
Et on sent vraiment les personnes vomir 15 ans de souffrance dont elles n'ont pu parler à personne. Et pour ça, moi, je trouve que ces espaces, ils sont salvateurs, ils sont hyper importants. Ces espaces, vous les gardez ouverts aussi pour des personnes qui sont en questionnement. Pourquoi c'est important de laisser cette porte ouverte à des personnes qui sont en questionnement? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs, des personnes en questionnement? Oui, nos espaces sont ouverts aux personnes en questionnement, aux très bons alliés et autres potentiels bisexuels, parce que tout simplement, on est très consciente du fait que s'identifier comme bisexuel aujourd'hui, c'est pas donné, et que des personnes, et que la plupart des gens ne se sentent pas légitimes en fait à s'identifier comme bi. Du coup, si on conditionne l'entrée en cercle de parole par le fait de déjà se sentir ok de s'identifier comme bi, il y aura personne. Il y a aussi le fait d'être en questionnement, c'est un statut qui est très vulnérable. Moi, je pense aussi que parmi ces personnes en questionnement, il y a des personnes qui sont gays, lesbiennes, mais il y a aussi des personnes hétéros, des personnes qui, à la fin de ce moment de questionnement, vont se dire finalement, en fait, non. Mais malgré tout, en fait, ce moment de transition et de questionnement, il est intense dans tout le chamboulement psychologique que ça a, dans les expériences auxquelles ça va nous exposer. C'est des gens, quelqu'un qui est en questionnement, c'est quelqu'un souvent qui va se confier à des proches et qui va pouvoir du coup faire face à de l'homophobie. Même si dans l'équation, peut-être que dans 15 ans, la réponse ce sera non, tu n'étais pas LGBT, en fait, pendant ce laps de temps, cette personne, elle a besoin de soutien. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai fait face, qui m'a mise beaucoup en difficulté au moment où je me suis rendu compte que j'étais bi. Enfin, au moment où je me suis rendu compte que j'étais attirée par les femmes. En fait, quand j'ai commencé à fréquenter les espaces LGBT, j'avais l'impression que toutes les personnes qui habitaient ces espaces étaient des personnes qui étaient déjà sûres. Et que vu que moi, j'étais pas sûre, du coup, probablement, j'étais pas queer. Il y avait un peu ce truc de... Moi, dans ma tête, je pensais que les vrais queers, c'était ceux et celles qui s'étaient rendus compte, quand elles avaient 12-13 ans, qu'elles commençaient à avoir des attirances homosexuelles. Et que j'avais l'impression que le bon queer ou le vrai queer, c'était automatiquement ce parcours. C'était une personne qui remettait jamais en question sa queerness. Or, moi, c'était pas mon cas. Moi, pendant longtemps, je me suis posé des questions. Et je pense que c'est important aussi dans les communautés queer de normaliser le fait de se questionner, le fait de tu peux arriver et ne pas être sûr, et peut-être qu'en fait t'es hétéro, peut-être qu'en fait t'es lesbienne, peut-être que ça va changer. Et c'est ça aussi qu'on revendique dans les communautés queer, c'est la fluidité du désir, le potentiel de changer d'orientation. Mais dans les faits, je trouve que c'est pas encore vraiment mis en application. J'ai l'impression aussi que souvent une personne en questionnement, si les seules réponses qu'elle a c'est mais non, en fait pas du tout, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, en fait on la renvoie au fond du placard et peut-être qu'elle en ressort 15 ans après, avec le lot de souffrance qui vient avec ça. Ouais, ça veut dire que ce qui se passe aussi avec la biphobie, c'est que les personnes en questionnement, soit on les renvoie au placard pendant très longtemps, soit on les force à se conformer dans les communautés lesbiennes ou gays et à faire semblant qu'elles sont lesbiennes ou gays. Et encore une fois, à cacher une partie d'elle-même, ou même à la refouler complètement, parce que la société et les espaces et les communautés dans lesquels on vit ne leur ont jamais dit que c'était OK d'être comme ça. Je voudrais qu'on termine cet épisode sur une note un peu joyeuse et qu'on parle de ma notion préférée qui est la biphorie. Je sais qu'au collectif Bip en Paris, vous aimez bien ce mot. C'est un néologisme en gros qui est genre bisexualité, bi plus on va dire, et euphorie, la joie, le bonheur intense de ressentir, de réaliser qu'on est bi, de le ressentir. Déjà, pourquoi ça n'arrive pas tout de suite? Pourquoi est-ce qu'on peut un jour réaliser qu'on est bi sans forcément ressentir ce truc-là? Pourquoi ça vient plus tard? Alors, la biphorie, nous, c'est un truc dont on a commencé à parler après les groupes de parole, parce que c'était vraiment... Bon, parce que déjà, s'il y a un truc qu'on sait faire en tant que bisexuel, c'est les jeux de mots foireux. Donc ça fait partie de la culture bi et on le garde. Et du coup, on essayait de mettre un mot sur sur cette sensation qu'on avait justement à la fin d'un cercle de parole. Cette espèce où on était tous... On avait l'impression d'être hyper... je sais pas, genre à fleur de peau, et en même temps de se sentir... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis sentie, d'être hyper
hyper à fleur de peau et en même temps triste et en même temps hyper heureuse et de me sentir soutenue. Et c'était la première fois que je me retrouvais avec autant de personnes bi. Du coup, pour moi, la condition à la biphorie, c'est d'avoir une communauté. Il n'y a pas de biphorie sans communauté bi. Du coup, il est tout à fait possible d'être bi et de ne jamais la ressentir parce qu'en fait, on n'a jamais croisé de gens comme soi, on n'a jamais pu en parler ouvertement. Et voilà, du coup, c'est vraiment la communauté. Dans l'enquête nationale sur la biphobie de 2015, il y a un chiffre qui dit que 15% des répondantes bi ne connaissent pas d'autres personnes bi et à peine plus de la moitié connaissent des personnes bi célèbres. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun endroit pour se voir, pour se reconnaître. Alors qu'en fait, on en connaît plein, c'est juste qu'on les a invisibilisés. Virginia Woolf, Lady Gaga, Billie Eilish qui a été forcée de faire un coming out. Enfin, il y en a plein. Madonna, à qui qu'on a accusé de queerbaiting aussi. Mais du coup... Ou Freddie Mercury, l'homme gay le plus célèbre. Voilà, est juste... les icônes, ce qu'on appelle nous les bicones, les icônes, certaines des plus grandes icônes de la communauté LGBT sont bisexuelles, mais ça a été totalement passé sous silence. Du coup, on peut pas s'identifier. Mais sur cette idée de la plupart des gens ne connaissent personne de bisexuel, alors je vous assure que oui, juste elles ne sont pas out. Donc, c'est là que ça devient hyper important d'avoir une communauté dans laquelle on peut dire « je suis bisexuel ». Nous, on s'est, au début des cercles de parole, il y avait une question qui revenait beaucoup de comment on fait pour politiser la bisexualité. C'était vraiment un besoin qui revenait beaucoup. On a besoin d'un espace politique, on a besoin de faire de nos revendications. Et on s'est posé la question de comment faire ça. Et on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, 2 personnes bi dans une pièce qui disent « je suis bi », c'est déjà politique dans l'état actuel des choses, parce que ça n'arrive jamais et parce qu'à partir du moment où on commence à parler de nos bisexualités respectives, on peut commencer à s'organiser politiquement. Alors moi, comme j'ai un objectif, c'est que toutes les personnes bi, pan ressentent ce sentiment de biphorie. Je vous ai fait une petite liste de choses, voilà, que je trouve utiles à cette fin. Déjà, comme on l'a dit, célébrer les personnalités bi, et notamment, je vous donne rendez-vous sur un site, c'est bi.org, qui recense des personnalités bi réelles, mais aussi dans la fiction. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'apprendre que Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, le groupe de rock, était bi. Ça m'a vraiment... j'y ai pensé pendant des semaines. Passer du temps entre bi, vous l'avez dit, passer du temps dans une communauté, à pleurer dans des cercles, mais aussi à faire la fête, à faire des choses, en fait, à vivre sa vie, finalement. Suivre sur les réseaux sociaux des comptes qui célèbrent nos vécus, nos identités. On vous en a préparé plein. Je vous ai fait une liste que vous serez libre d'enrichir, qu'on va partager sur notre site, sur nos réseaux sociaux, sur binge.audio. Se plonger aussi dans les archives bi, tu l'évoquais au début de cet épisode. Anna, en fait, il y a plein d'icônes LGBT, de gens qui ont fait l'histoire, en fait, des queers, et en fait, dont on ne sait pas toujours qu'elles sont bi. Donc ça peut être chouette d'aller aussi en quelque sorte se réapproprier ces icônes-là. Et puis quoi d'autre, participer à des cortèges dans les prides par exemple. Moi, je trouve que vraiment l'élément principal pour créer de la biphorie, c'est de la communauté, mais il y a aussi le fait de militer. Je trouve que pour moi en tout cas et pour beaucoup d'entre nous, je pense que ça a permis de transformer le truc qui est venu initialement avec les coming in et les coming out bi, qui était beaucoup de deuil de notre hétérosexualité, deuil de l'appartenance qu'on n'aurait peut-être jamais à la communauté LGBT, deuil des années qu'on nous avait volées par le fait de ne pas avoir de représentation et qu'on aurait pu passer hors de l'hétérosexualité. Il y a aussi énormément de colère quand on commence à prendre la mesure de la biphobie et des discriminations qu'on vit. Et je trouve que ce que la communauté fait, ou ce que j'ai l'impression que les cercles de parole font, et ce que ça a fait pour moi, c'est de métaboliser ces émotions vraiment difficiles et de les transformer en quelque chose de constructif, de puissant, de positif. C'est-à-dire qu'au lieu d'être chez moi renfermée à être triste parce que j'étais bi et parce que j'avais l'impression que personne d'autre était bi, en fait, ça m'a aidée à me mettre en mouvement, de faire quelque chose de cette colère, de trouver d'autres personnes qui étaient autant en colère que moi. Et je trouve que vraiment, émotionnellement, c'est hyper émancipateur et hyper salvateur. Dans l'orga de BIP en Paris, on fait un peu la blague qu'on est un groupe de personnes avec une énergie de bébé labrador,
Parce qu'en fait, quand on arrive au militantisme bi, souvent, on a passé des années dans une espèce d'errance militante à pas savoir où on appartenait. Et du coup, généralement, les militants et militantes bi ont envie de faire plein de choses, parce qu'en fait, on essaie de rattraper le temps perdu, je pense. Et ça, émotionnellement, le fait de se retrouver et de faire bouger nos situations et d'aider les bébés bi qui arrivent après nous, je trouve que c'est très précieux. Floralie, je vais me tourner vers toi pour terminer. Tu produis énormément de contenu avec des solutions pratiques, ou avec des idées, avec des conseils, avec des recommandations. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes alliées qui accordent de l'importance au fait que les bi, pan et autres se sentent bien, aillent bien, soient heureuses dans leurs identités? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est très compliqué en réalité parce que souvent, enfin, on va dire juste, il suffit d'écouter les concernés, mais c'est pas suffisant, c'est compliqué. En plus, la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va pas. Donc, je pense que je leur conseille de la patience. Je leur conseille de faire preuve de curiosité. Je pense que c'est un des conseils que j'aimerais donner. Faites preuve de curiosité. Au lieu de se dire je veux tout savoir et je vais être un bon allié, posez la question, ça te fait comment quand il se passe ça, comment tu le vis toi, etc. Et juste écouter et être curieux. Et je pense aussi c'est compliqué quand on est dans des rapports où on va se retrouver dans la position où on a fait du mal à quelqu'un, parce que je pense que la plupart d'entre nous on a envie d'être des bonnes personnes. Donc quand ça arrive, effectivement, faire preuve de curiosité, je trouve que c'est un bon conseil. Et puis j'espère qu'on va produire aussi du contenu qui pourra aider les personnes alliées à savoir comment soutenir leurs amis, leurs partenaires ou les membres de leurs associations, etc. Je trouve que quelque chose qui est hyper important, c'est aussi de visibiliser et de nommer la biphobie. C'est-à-dire que on a commencé à écrire un guide récemment sur comment s'assurer de l'inclusion des personnes bi dans les milieux LGBTQIA+. Et pour moi, une des choses les plus importantes, c'est déjà de savoir qu'il y aura forcément des personnes bi dans ces espaces, et que ces personnes, si on n'a pas nommé la bisexualité et nommé la biphobie, ne vont pas se sentir concernées. C'est-à-dire que c'est pas assez de dire aujourd'hui on fait un événement pour les personnes sur le spectre lesbien. Une personne bisexuelle qui a un syndrome de l'imposteur gros comme une maison ne va pas venir parce qu'elle ne va pas se sentir concernée. Donc quand on fait des soirées, des événements, ou même juste quand on essaye de s'adresser à des personnes LGBT, on nomme la biphobie comme faisant partie des discriminations qu'on ne tolérera pas dans ces espaces. Aujourd'hui, moi, je vois plein de descriptions d'événements qui disent « Ici, on ne tolérera pas le sexisme, le racisme, la grossophobie, le validisme, la transphobie. » Et c'est hyper important et super génial. Mais est-ce qu'on peut parler de la biphobie aussi? Donc, c'est toujours partir du principe qu'autour de soi, il y aura une personne bisexuelle. Moi, ce qui me semble aussi intéressant pour les alliés, alors du coup je parle plutôt de la partie alliée dans la communauté LGBT, moi ce que j'ai noté, c'est qu'en fait les endroits où je me sentais bien en tant que bi, c'était souvent des endroits qui acceptaient que la personne LGBT classique était très variée. C'est-à-dire, si je prends dans le milieu lesbien, c'est que la lesbienne classique c'est très varié. Donc il y a des lesbiennes qui ont des enfants, il y a des lesbiennes qui sont âgées, il y a des personnes lesbiennes qui sont racisées, il y a des personnes lesbiennes qui sont transgenres. Donc ça déjà, c'est à reconnaître la pluralité des profils. Ça permet aussi de dire ah bah oui, en fait les bi c'est une des expériences possibles du lesbianisme qui s'est accolée avec une expérience de l'hétérosexualité. C'est pas la mienne, mais ça existe. Ensuite, la deuxième chose que j'ai notée, c'est que je me sentais mieux dans les endroits où il y avait un rapport apaisé aux masculinités queer. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est quand même très sexiste, et c'est vrai que souvent, en fait, pour se protéger, on va en fait se méfier de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un homme, et donc du coup exclure par exemple les hommes trans, etc. Et en fait, ce rapport très conflictuel aux masculinités queer, ça va aussi rejaillir sur les bi, parce qu'en fait nous on a de la proximité avec la masculinité puisqu'on fréquente des hommes. De la même manière, en fait, les espaces qui sont très transmisogynes, c'est-à-dire qui rejettent
rejettent les femmes trans, parce que voilà, il y a encore cette supposée proximité avec une forme de masculinité, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais en fait, effectivement, ces endroits qui sont transmisogynes, en règle générale, je me sens pas bien non plus en tant que meuf bi. Donc c'est en fait réfléchir à tout un tas de choses, et ça va aussi en fait bénéficier aux femmes bi. Et puis comme tu disais, nommer la biphobie, mais aussi nommer la bisexualité. Je pense que c'est les endroits où on me dit eh bien c'est ouvert aux lesbiennes et aux bi et aux pan, bah je sais que je suis bienvenue. Voilà, donc nommer aussi, c'est quelque chose que je trouve important. Floralie Reza et Anna Pujol-Madini, merci infiniment d'avoir été là avec nous ce soir. Merci beaucoup aussi à Daniel Batfoula. Merci à la Gaieté Lyrique. Merci beaucoup au public d'avoir été là. Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous sur Instagram @encoreheureux-podcast. On se donne rendez-vous sur le site de binge.audio. Vous y retrouverez tout un tas de ressources, tous les comptes qu'on vous a promis tout à l'heure. Et puis, sachez que l'émission a été réalisée par Quentin Bresson, produite par Charlotte Bex. Témoignages ont été lus par Juliette Livartowski, Charlotte Bex et Quentin Bresson. Merci beaucoup.